Et oui, mesdames, mesdemoiselles, monsieur le directeur le plus extraordinaire, votre animateur Bob et Baka pour vous accompagner. Bon dimanche. Bon dimanche à vous du côté de Wete, Talanga et Nikaluba, Congo, je n'oublierai pas du côté de Vilou, Kissa, Simon, Bomatete, Kibossi, Kiboni, Amon, Madame, Atungo, Bruxelles et Boga. Et oui, bonsoir à vous du côté du 753, délit des productions, générique, oblige. Mon invité Yves. Les Kanda, si je puis me permettre, bon dimanche. Bon dimanche à la famille, les Kanda du côté d'Amiens. Bonsoir à vous tous les amis. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à vous, bonsoir à vous, Chenge, Baroma, Bakata, Fumora, Sakai. Yves les Kanda, mon invité ce dimanche, mesdames et mesdemoiselles, monsieur, bienvenue à vous. Dans les cas. Amao. Et Bébio. Bonsoir, bonsoir, bon dimanche du côté de Brazzaville, bonsoir à vous. Eh oui, ils sont de Wednesday 753, le groupe le plus extra. Eh oui, monsieur Yves Lekanda, bon dimanche, merci d'avoir accepté mon invitation. Yves Lekanda, bonsoir, bienvenue dans Ibaka Show. Bonsoir, Bob. Ben, ça a toujours été un plaisir, il faut parler un tout petit peu plus fort pour qu'on nous écoute. Monsieur Yves Lekanda, effectivement, ma première image, c'est l'image que vous m'avez envoyée, je vous ai vu faire du sport dans Brazzaville. En discutant avec vous, vous m'avez dit, vous descendez pour voir une sœur, vous m'avez dit, vous remontez parce que l'urbanisation au Congo, Brazzaville, monsieur Yves Lekanda, parce que si je vous pose cette question, je sais que vous connaissez Brazzaville depuis les années 60. On en a parlé plusieurs émissions. C'est pour ça que j'ai décidé que nous parlions de l'urbanisation. L'urbanisation Brazzaville aujourd'hui, 2023, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Bienvenue dans Ibaka Show, monsieur Yves Lekanda. Bonjour, Bob. J'aimerais d'abord te demander la permission de saluer tous les Congolais, tous les Brazzavillois, tous tes auditeurs et te présenter mes excuses vu que nous commençons cette émission sans tenir compte à peu près de mon état psychologique, moral, étant donné que j'étais à Brazzaville et j'ai fait un petit tour à Brazzaville, il faut quand même l'annoncer. Et pendant ce séjour, pour essayer de me rétablir, de me réchauffer, de me refaire, j'ai été frappé par deux grands malheurs. Et si j'ai accepté ton invitation, c'est parce que je tenais à faire vivre ton émission. Sinon, j'allais m'abstenir pour un bon bout de temps, compte tenu des deuils qui me frappent. À Brazza, j'étais, pendant que je m'attendais à être un peu tranquille, libre et jouir d'une certaine tranquillité, j'étais malheureusement dérangé par le décès de ma belle-sœur, hein, de Madame Okogo Émile Lucier, de la rue Oboya, qui me logeait chez lui. Et je suis donc rentré dans cette tristesse. Je n'ai pas pu jouir du temps que j'estimais normal pour me refaire de tout du coup que j'avais subi ici sur Amiens. Et étant donné que cela m'a occupé tout le temps, j'étais obligé de rallonger mon séjour parce que cette dame qui devrait me recevoir venait de décéder à Kinshasa. Donc j'ai subi un grand deuil et voici que pendant que je sortais de ce deuil et que je m'attendais à revenir en France après cette perturbation, hein, 3-4 jours avant que je ne revienne, j'étais encore surpris par un deuil, mais un grand deuil aussi, où j'ai perdu dans des conditions très tristes, mon cousin
l'ancien ministre d'éducation, l'ambassadeur, le président du conseil départemental de la Cuvette, je cite Pierre Nzila. J'aurais dû rester à Brazzaville pour ce deuil. J'aurais dû passer encore un bout de temps avec la famille pour partager cette tristesse sur place. Là, j'ai été obligé de revenir parce que j'avais des rendez-vous avec le médecin. J'avais déjà repoussé une fois mon retour et cette fois-ci, il n'était plus possible que je repousse. Donc je suis venu en France vivre sur place en lien avec les amis, avec la famille, ce deuil. Mes condoléances les plus sincères, monsieur Ilikanda. Je sais que perdre un parent le plus cher, puisque vous en avez eu sur 2 coups. Monsieur Ilikanda, quand vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces morts, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? La tristesse, les décès au Congo. Comment vous l'avez vécu? C'est très triste. C'est vrai que l'on ne peut pas empêcher, éviter, quand le sort l'a décidé, la mort. Mais dans les conditions, dans les 2 conditions que j'ai vécues, que j'ai connues, c'est très attristant. J'ai été gêné, frappé de constater que entre Bunji et Oyo, je ne sais pas, c'est peut-être 60 km à peu près, sinon un peu plus, mais je ne crois pas que ça doit être 60, bon, en tout cas plus de 60 km, c'est vrai, mais pas une longue distance. À 20 à 30 km de Bunji, à 40 km environ d'Oyo, que nous n'ayons pas la capacité de secourir, de courir rapidement, c'est-à-dire d'avoir les moyens de secourir des accidentés, des victimes d'un accident qui se passe sur ce tronçon-là. Ça démontre que nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons beaucoup de choses à dire. À Bunji, il y a un coup de fil donné à Bunji, à 30, à 20, à 40 km, on a un accident. On devait avoir des secours rapidement, des ambulances médicalisées, aménagées pour secourir, n'est-ce pas, des victimes d'un accident qui se passe sur ce tronçon. Et on ne peut pas téléphoner à Bunji, il n'y a pas de réseau, hein, n'est-ce pas, entre l'endroit où notre frère a fait son accident et Bunji, pas de réseau pour atteindre Oyo non plus, et c'était très dramatique. Je suis très émotionné, je suis triste, alors que dans les 20 minutes, les 30 minutes qui suivaient l'accident, notre frère aurait pu avoir un secours rapide. Il n'avait qu'à donner un coup de fil à Oyo ou à Bunji pour qu'une ambulance parte. Mais les conditions dans lesquelles on a transporté le frère vers Oyo, ça ne lui donnait pas beaucoup de chance parce qu'on ne sait pas dans quelle position il était tombé, etc. Bref, nous avons beaucoup de choses à faire, Bob. Nous avons vraiment beaucoup de choses à faire. Vous avez les condoléances de ton neveu, puisqu'il dit encore vieux bougie, il demande si maman Célestine va bien. Bon, je remercie Bougie, je remercie le neveu. Effectivement, il est par des relations qu'il a avec moi, il doit aussi être frappé. Bob, je n'éclipse pas tes questions, je n'évite pas tes questions. La toute première question que tu m'avais posée, c'est celle de l'urbanisme, si je vois bien. Je t'ai envoyé des images. Oui, parce qu'on on en avait déjà parlé dans une émission, le traçage de Brazzaville, que Potopoto est tracé, Potopoto, Wenze, Bakongo est tracé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces zones? Mais c'est triste. C'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Brazzaville vit à l'image de ce que nous sommes devenus. N'est-ce pas, les Congolais? Quand vous êtes dans le vieux Brazzaville, à Wenze, à Mungali, à Popoto, vous avez des rues qui ne sont pas des cul-de-sac. Vous avez des rues qui sont très bien tracées, des avenues qui sont très bien tracées par bloc. Entre les 2 avenues, vous avez au maximum 8 parcelles de part et d'autre.
ainsi de suite, ainsi de suite. Tout Brazzaville était tracé comme ça. Mais aujourd'hui, les nouveaux quartiers qui sont nés sous notre responsabilité, là c'était le Brazzaville colonial. Et c'est un désordre absolu. Et je ne sais pas pourquoi. Avoir des parcelles à Brazzaville, ça vous coûte excessivement cher. Même dans les environs de Brazzaville, tous les services s'acharnent à ce qu'ils prennent chaque service de cadastre, ou je ne sais pas, de la mairie, prennent ses droits. On paye cher. Mais malheureusement, vous avez une ville qui est tracée et qui n'est même pas tracée. Chacun vient, prend un lopin de terrain avec la bénédiction des chefs de terre et de services de cadastre, et on vous donne un lopin de terre qui, quelquefois, est très enclavé. Vous ne savez pas par où entrer, par où sortir. On vous trace une rue, vous prenez votre parcelle, et au bout de cette rue, c'est quelqu'un d'autre qui a construit, a barré la rue. Alors, c'est pénible de parler de l'urbanisation à Brazzaville. On est encore au quartier périphérique de Brazzaville, c'est incroyable. J'étais envoyé cette vidéo qui me montrait en train de arpenter, hein, n'est-ce pas, les côtes de collines de Manyanga, de Talangaï, de Gamakoso, les paysans les moins nantis essayent de s'attraper des petits bouts de terrain en creusant dans les flancs de montagnes. Nécessairement, des érosions sont à chaque fois présentes lors des pluies, et que l'on perd, n'est-ce pas, des parents, des amis, des cousins, des concitoyens, parce que Brazzaville n'est pas vraiment, la périphérie de Brazzaville n'est pas vraiment tracée. Oui. Et ça encore, c'est un problème à voir avec les services de cadastre, les services municipaux. Je ne sais pas, tout le monde court vers l'argent, tous les services vous demandent des sous, mais vous êtes victime, parce que vous êtes victime de la même situation que beaucoup aujourd'hui. Vous avez vu comment aujourd'hui les parcelles sont déjà les quartiers vers, je parle d'après Djiri, effectivement le problème se passe dans ces quartiers. On me parle d'érosion, impossible aujourd'hui de construire. Moi j'ai envie que vous nous dites, monsieur Lekanda, ce que vous avez vécu réellement, parce que vous êtes victime de ce problème aujourd'hui. On est en train de construire les parcelles à gauche, à droite. Aujourd'hui, les responsables du cadastre, les responsables cadastre, ceux de la mairie, pourquoi vous n'arrivez pas à aller vers eux, porter plainte, trouver des solutions, qu'on règle vos problèmes? Parce que c'est comme vous les propriétaires, vous êtes dans vos droits. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez porter plainte contre qui? Contre qui? Contre quel service? C'est impossible de porter plainte contre X ou contre, je ne sais pas moi, quelle entité administrative à Brazzaville. Qu'est-ce que vous allez avoir de votre plainte? Je vous ai plusieurs fois parlé de chez moi. Vous allez à la périphérie de Brazzaville, c'est trop loin. Rien que à Talangaï, à Mikalou, c'est-à-dire le plein Brazzaville aujourd'hui, vous avez des parcelles qui ont été ensevelies pendant la construction d'une petite avenue comme celle qui part du commissariat de Mikalou jusqu'à l'hôpital de Talangaï. Tout ce quartier est enseveli, tout ce quartier est inondé parce que les études faites pour construire cette petite ruelle ont été bâclées. Vous êtes sur un plateau à Talangaï, à partir de chez moi, la rivière Latimé, le ruisseau Latimé est au moins à 300, à 400, à 500 mètres. On est pratiquement surélevé par rapport à Latimé. Mais nos parcelles s'inondent. Je leur avais dit, en fait de compte, quand on faisait cette avenue qui partait du commissariat de Mikalou à l'hôpital, j'avais dit aux techniciens que cette rue n'est pas une rue, c'est une digue. C'est une digue. Ah bon? C'est une digue, je le dis avec un pincement au cœur, c'est une digue parce que toutes les eaux qui viennent de l'hôpital Mariam-Gwabi, pour ceux qui connaissent Mikalou, toutes les eaux se dirigeaient vers la Tchémé. Voilà qu'à partir de votre rue, vous avez barré, n'est-ce pas, le chemin, le passage de ces eaux qui vont nécessairement, obligatoirement s'accumuler dans le quartier et inonder
le quartier, lesquels vont obliger, n'est-ce pas, obliger les habitants de ce quartier de surélever ou bien de relever les fondations de leur maison. Donc, il faut d'abord casser les maisons, reconstruire pour être au même niveau que la rue. Alors qu'il y avait possibilité de faire que ce quartier soit surélevé, soulagé par l'entretien de cette rue. Vous prenez la rue Mariam Gouabi, qui devient une rivière quand il pleut. Mais quand on regarde le terrain, les géomètres que vous parlez, les techniciens que vous parlez, doivent voir, se rendre compte que d'un côté, il y a le fleuve, plus bas, de l'autre côté, il y a la Tchémé, ensuite vous avez Makele-Kele, mais ils ont quand même le toupet, n'est-ce pas, de faire que le quartier s'inonde. C'est impensable. Moi, je n'ai jamais été dans une école d'urbanisation, tout ça vient d'ingénieurs de ponts et chaussées, mais ce qui se passe chez nous, c'est de la paresse. Les gens ne veulent pas étudier réellement et construire chez eux. Si nous laissons Brazzaville dans cet état d'aujourd'hui, même nos enfants, nos petits-enfants, mais se trouveront complètement, n'auront pas de maison. Parce que les maisons construites par leurs parents seront des maisons complètement ensevelies. Moi, j'ai appris il n'y a pas longtemps, la première pluie qu'il y a eu à Brazzaville, après moi, ma maison était en train de flotter. Enfin, les objets que j'ai laissés dans ma maison étaient en train de flotter. On m'a montré des vidéos qui m'ont complètement fait mal. La maison est dans les eaux, alors qu'elle ne doit pas être dans les eaux à ce moment-là. Et sur ce terrain, et à 400 mètres de la Tchémé, au moins à 5 à 10 degrés, un peu plus bas. Monsieur Likanda, comment faire? Comment faire? Parce que vous connaissez. Vous avez aujourd'hui des amis qui sont aux affaires. Vous avez... comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire sur ces zones nord-sud aujourd'hui? Parce que c'est des nouveaux quartiers. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'ils vous écoutent, je me rends compte qu'ils sont tous là, je les vois connectés là, en train de vous écouter. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, monsieur Likanda? Vous me torturez là, Bob. Il faut bien leur dire quelque chose. Vous me torturez parce que quand vous parlez des amis qui sont aux affaires, mes amis qui sont aux affaires, est-ce que la politique a des amis, n'a pas d'amis? Est-ce que construire un pays en prenant appui sur des conceptions idéologiques ou je ne sais pas comment, des dogmes ou des principes qui ne cadrent pas avec les besoins d'une société qui a quand même qui a eu des bases solides au départ. Quand nous parlons de Brazzaville, on n'avait qu'à prendre par exemple la mesure sur Ouenzé. Quand vous êtes à Ouenzé, sur l'avenue de la Tchémé, vous prenez la rue, une des rues, par exemple la rue Lénine, mais elle vous amène au plateau. Elle vous amène au plateau. Pas de cul-de-sac, elle n'est pas barrée. Il n'y a pas de maison qui vient l'obstruer. Et quand vous rentrez par la reine Galifuru, vous parlez de Ouenzé Manzaza jusqu'à Texaco la Tchémé. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire comme ça. Même le nouveau quartier qui a été pris, l'espace qui a été pris d'assaut après la guerre, c'est-à-dire les sans-filles de Brazzaville, ce sont des grandes personnes. Bon, vous appelez les grandes parce qu'elles ont certainement des JDCR bien pleines. Grande, c'est la mesure de la grandeur d'une personne est considérée chez nous à partir de sa poche. Et on ne sait pas comment est-ce que cette poche s'emplit, n'est-ce pas? Sinon, on parlerait de petits esprits, n'est-ce pas? Quand on ne fait pas des choses correctement, quand on ne vit pas correctement dans sa société en tenant compte de certaines valeurs, on est plus grand. On peut être considéré comme des petits esprits, n'est-ce pas? Mais quand vous prenez ce quartier, c'est-à-dire ceux qui ont pris d'assaut les 100 filles de Brazzaville, qui revenaient à la radio Brazzaville, et ils ont eu le temps de construire de très belles maisons, mais comment est-ce qu'ils ont tracé ce quartier? C'est des cul-de-sac. Vous rentrez dans une ruelle ici, vous vous arrêtez sur une maison, vous revenez sur vous-même, vous empruntez une autre ruelle par là, vous arrêtez sur une maison, vous revenez sur vous-même. Vous êtes embrouillé. On ne peut pas circuler dans ce quartier. Entre Ouenzé Manzaza, Yoro, Pila, le Celsius, l'époque, c'est celui. Pourquoi ces gens-là ont pu construire un quartier comme ça? Comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Des grandes maisons, des belles villas, mais on ne peut pas les atteindre sans avoir fait
tel détour à gauche, tel détour à droite, et quand il pleut, vous pataugez, vous savez. C'est triste. C'est triste. Et il est très difficile dans les conditions sociales, politiques, et ainsi de suite d'aujourd'hui, de donner un avis sur ce genre de comportement où les gens, ils veulent tous avoir, ils veulent tous posséder. Pour exister, pense-t-il, il faut qu'ils aient quelque chose de grandiose. Et pour cela, ils font comment? Ils détruisent le reste, ils détruisent leur entour. On ne peut rien leur dire. Vous allez porter plainte à qui? Vous allez porter plainte où? D'ailleurs, il faut commencer par où? Déjà, la justice, elle est même, elle vous met dans tous les états. Vous pouvez savoir exactement. Vous voyez, je balbutie parce que c'est difficile de parler de notre pays. C'est très difficile. C'est très difficile de parler de notre pays. Mais oui, Monsieur Lekanda, avant de revenir sur la diaspora, j'aimerais avoir votre avis. J'ai vu l'université Marien-Ngouabi aujourd'hui, les enfants à main le sol. J'ai vu l'université, les universités chez nous. En tant que professeur, vous avez été professeur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état des situations de l'université? Vous étiez sur place, vous avez dû voir, il y a le lycée Liberté, on a vu Contiplé, tout est bourré, Révolution à Ouindi. Toutes ces universités, monsieur Lekanda, j'aimerais avoir votre avis. Bon, c'est très difficile dans tous les cas, dans tous les domaines, de parler de notre pays, dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la vie. Les infrastructures chez nous, on veut les construire. Parce qu'il y a des moyens, n'est-ce pas? Mais quand on les construit d'une manière anarchique, c'est-à-dire sans plan, sans orienter, qu'est-ce qu'on veut en faire, pourquoi, et tout ça, etc., ça devient très difficile. Les écoles, il y en a. Les écoles. On construit une maison avec 2, 3, 4 chambres et on introduit 150 à 40, on en fait un chaland. Ça devient un commerce pour, je sais pas moi, scroquer ou arnaquer les enfants, les familles et tout. Mais je ne sais pas sur quelle base toutes ces écoles s'implantent. Les écoles privées. Privées. L'anarchie, ce n'est pas seulement l'école privée, on me parle jusqu'ici. Jusqu'à ce que je revienne, j'ai eu pas mal de petits, des neveux, des enfants, des amis qui venaient me voir, pensant certainement encore que j'étais en formation ou bien que j'étais plutôt encore en fonction pour leur donner, n'est-ce pas, des tuyaux sur leur propre orientation. Il y a des enfants à la rentrée, là où nous sommes, qui ne savent pas exactement ce qu'ils doivent faire. Ou demander des renseignements pour avoir telle orientation, pour avoir telle inscription, ils ne savent pas. Moi, je leur dis, mais écoutez, monsieur, vous deviez savoir. Vous avez fait votre bac, vous êtes admis, mais vous devez déjà, à l'admission, savoir que je suis orienté, je serai orienté vers telle école, d'abord publique. Et si vous avez beaucoup d'argent, et si vos parents font partie de ceux qui arnaquent, qui volent, qui détruisent le pays, vous pouvez dire, bon, j'ai des moyens de payer une école privée. Et encore, vous devez savoir qu'est-ce que cette école privée, elle donne quel enseignement. Mais vous venez me voir, moi, je ne peux rien vous dire. Mais il vient de voir avec l'expérience que tu as eue. Mais non. À notre époque, l'expérience que j'ai, c'est à mon époque, quand j'étais encore jeune, à l'époque, quand j'étais encore enseignant, je savais qu'il y avait des structures d'État. Dès que les enfants préparaient leur bac, les services de l'État, la DOB, etc., savaient déjà que tel enfant devrait faire tel concours, aller dans tel lycée, ou bien devait être orienté vers tel lycée. Et en octobre, les enfants se préparaient justement pour aller vers leur école de formation. Mais nous dépassons octobre, on va rentrer dans janvier, dans novembre, décembre. Les enfants ne savent pas. Nombreux ne savent pas. Mais monsieur Lekanda, est-ce que c'est pas parce que vous revenez tous du village? Vous étiez au village ou vous êtes né à Brazzaville ou bien parce que je ne comprends pas, ce pays-là me parle du village. Il y a un désordre à Brazzaville. Il y a un désordre d'abord de cellules d'information. La télévision, c'est fait pour faire la propagande de X et de Y, l'apogée de X et de Y. Il n'y a pas des émissions, il n'y a pas d'émissions, s'il faut dire. Dans nos médias,
pour orienter les enfants, pour parler de la formation, des écoles à l'extérieur, vous pouvez vous orienter vers tel pays, tel pays, tel pays qui donne telle formation, telle formation. Ces informations existent, mais elles existent pour les nantis, pour ceux qui sont dans certains milieux. Mais les enfants du peuple, donc les parents n'ont jamais été à l'école et qui ne savent même pas que ce n'est pas dans le circuit de l'enseignement et tout, mais ils vont à l'école toute l'année, et s'ils sont en terminale, déjà dès la terminale, dès la première, les enfants doivent déjà être instruits, devraient déjà être instruits vers ce qu'ils devraient faire, dans quelle orientation, dans quelle école ils pouvaient s'orienter et comment ils allaient faire pour leur instruction, et ainsi de suite. Mais j'ai découvert que les enfants n'ont pas ces informations, tout simplement. Moi, ça me dépasse parce que je ne peux plus comparer notre époque à nous, où l'on grévait pour le yaourt qui manquait au réfectoire, à l'Internet du lycée technique, et aujourd'hui où les enfants sont orientés dans les marchés de Talanga après les cours pour aller chercher le boubou de beignets, tout ça, les tas s'en fichent, etc. Mais ils se préoccupent n'est-ce pas, de racler les milliards, n'est-ce pas, l'unité monétaire sur certains Congolais, c'est le million. Et les autres, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le million. Parler de notre pays, c'est très difficile. À l'instant que je te parle, je suis tellement dans l'émotion que ton émission me surprend. Et je suis certainement en train de divaguer, de dire n'importe quoi. Ah non, monsieur Villeneuve, jusqu'à là, je pense que... J'aurais bien aimé que notre émission eût été repoussée pour plus tard. J'aurais eu mon esprit un peu plus calme, plus tranquille, après avoir vécu à Brazzaville. Mais je n'ai pas vraiment envie qu'on en parle maintenant, surtout. Bon, mais sinon, j'aurais pu tranquillement débiner, répondre valablement. Encore une fois, toutes mes condoléances, monsieur Lekanda. Bon, effectivement, on va relaisser Brazzaville un peu, parce qu'effectivement, pour terminer, monsieur Lekanda, revenons à la diaspora, nous sommes à la fin de l'année. Effectivement, pour un peu à son âme, William Ota, nous avons perdu beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on perd encore Henri Lopez, que je tiens à rendre encore hommage à toutes mes condoléances à toute la famille Lopez. Monsieur Lekanda, il y a eu beaucoup de morts après Covid, on a perdu beaucoup de personnes. Cette diaspora, je vous ai vu dans le Kamba en 2015. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, quand je parle de diaspora, qu'est-ce que vous pouvez répondre? Parce qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses sur les réseaux, tous les groupes, on a vu des groupes qui se sont montés. Aujourd'hui, plus personne n'arrive à faire asseoir 10 personnes dans une salle. C'est pas votre échec, monsieur Lekanda, parce que vous étiez quand même à l'auteur de vouloir trouver des solutions pour que ce pays soit apaisé. Vous avez passé des messages, je vous ai vu dans des réunions avec les membres du PCT, je vous ai vu dans des réunions avec des membres du RDD, je vous ai vu dans des réunions avec certaines personnes qui vous connaissent très bien. Pourquoi la diaspora a échoué, monsieur Lekanda, avant de parler d'autres choses de la diaspora? Mais Bob, la diaspora a échoué, dis-tu. Lorsque les Congolais quittent le Congo, vont à l'étranger, qu'est-ce qui les mobilise? Qu'est-ce qui les intéresse? Quel est le fil d'idées? Quel est le fil d'action qui mobilise ceux qui quittent le pays pour l'étranger? Est-ce que c'est s'installer ou aller trouver un bout de pain pour penser à repartir? Donc s'intéresser en ce moment-là, la situation qui se passe dans le Congo, dans leur pays, ou c'est aller errer pour subsister parce que chez eux, au Congo, il n'y a pas moyen de vivre que tenter d'aller à l'extérieur pour essayer de survivre. Moi, je crois que il faut qu'on arrive à tracer la différence entre les gens qui sortent pour chercher un bout de pain, avoir des moyens de pouvoir construire chez eux, et ceux qui sortent pour s'installer parce qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux, comme ceux qui sont en France, nombreux, sont comme ça, ils sont français, et ce qui se passe chez eux les parvient même à les pousser à ne plus s'intéresser au pays. Mais à notre époque, nous étions des fonctionnaires, on venait pour faire des stages.
et repartir. Et malheureusement, on avait constaté que repartir était devenu difficile parce que quelquefois, le pays lui-même faisait de telle manière que vous ne reveniez pas chez vous. Vous comprenez? Terminer sa formation, rentrer pour chômer et attendre 2 ans, 3 ans pour être réintégré, sinon attendre la retraite, c'était quand même déjà une situation très difficile qui mobilisait beaucoup de gens pour essayer de modifier ce qui se passait au Congo. Malheureusement, ceux qui se trouvaient dans le pays, ceux qui étaient restés au pays, ils œuvraient pour que ceux qui étaient sortis ne rentrent pas. Ça aussi, c'est une réalité. Et c'est ce qui a mené à des échecs de la diaspora qui se retrouvaient, hein, qui mobilisaient ceux qui étaient intéressés à revenir au pays. Et ils estimaient que penser au pays, c'est commencer d'abord à réfléchir sur ce qui se passait au pays et rentrer pour essayer d'y apporter, n'est-ce pas, des solutions. Mais comme au pays, nombreux travaillaient contre la rentrée, contre le retour de certains qui étaient venus en France, craignant certainement la concurrence sur place, vite fait, il y a eu des chocs. Il y a eu des chocs. Il y a eu des contradictions. Et ces contradictions ont amené la diaspora à se disperser plus ou moins et à ne plus penser à amener quelque chose de nouveau pour le pays, sauf à se placer comme simple citoyen aigri, selon certaines personnes, et qui ne pouvait apporter que des contradictions, enfin, des conflits, et lesquels conflits devaient se transporter sur un terrain politique et qui devenait très dangereux pour la vie de certains. Je suis sûr que vous allez me parler de citoyens qui sont en prison ou bien ceux qui ont été exclus, chassés, tout ça, etc. Nous sommes dans une dynamique conflictuelle. Nous sommes dans une dynamique où les plus forts mangent les plus faibles. Mais les gens qui sont ici, déjà vous êtes à l'extérieur, vous êtes classés parmi les plus faibles, et en ce moment-là, toutes les actions que vous menez, ce sont des actions qui ne sont pas acceptées par d'autres, ou bien ceux qui viennent jouer le jeu de ceux qui sont sur place à Brazzaville, et en ce moment-là, se réunir, comme tu le dis, pour tenter de trouver des solutions d'abord à sa propre vie, hein, nécessairement donc la vie du pays devient une action, devient une attitude, devient une dynamique difficile. Une dynamique difficile. Monsieur Lekanda, moi, effectivement, depuis 5 ans, moi, j'ai découvert le président Boukadia. Je parlerai du président Boukadia parce que j'ai eu le lieutenant Pani la dernière fois qui m'a fait un témoignage émouvant. Comment il a découvert le président Boukadia en prison. Je vais revenir sur le président Boukadia. Je parle de Boukadia parce que la dernière fois, vous m'avez dit une chose. Le président Boukadia s'est déplacé. Il est venu personnellement chez vous, à la maison, avec sa femme Nadine. Le président Boukadia, aujourd'hui j'en parle parce que effectivement le président Boukadia a tendu la main au président Sassou. Le président Boukadia est en train de demander, il a dit, moi je veux aider le président Sassou pour sortir de là. Ça c'est les mots du président Boukadia qui est dit. Et pourtant, Dieu seul sait que le président Boukadia est en prison. Dieu seul sait qu'on l'a arrêté. Vous étiez témoin le 16 janvier. Quand je vous parle de Boukadia, et la main tendue de Boukadia, parce que je me rends compte, tout le monde est en train de bouder, on de traite aujourd'hui, monsieur Boukadia, qu'il a bouffé l'argent, c'est le coq de Sassou, que Sassou, c'est un envoyé de Sassou, et plus les années passent, il fallait attendre le témoignage du lieutenant Pani pour voir que le président Boukadia a subi en prison comme tout bon prisonnier. Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le président? Monsieur Yves Lekanda, monsieur le professeur, oui, effectivement, vous étiez notre président à l'époque, on vous a toujours appelé monsieur le président. Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Il est là en plus, il vous écoute. Bob, j'ai du mal à aborder, pour le moment, à l'instant même, j'ai du mal à aborder des situations dans notre pays en regardant des cas particuliers comme celui de mon ami et frère Modeste. Ce sont des situations qui sont très lourdes, qu'il faut aborder avec beaucoup de tact, beaucoup de précaution, après avoir
longuement réfléchi sur le cas. Quand vous parlez de Bokadia et de Sassou en même temps, vous voyez-vous que c'est pas des situations, ce n'est pas des cas tabous, mais c'est aborder des situations qui exigent, n'est-ce pas, qui exigent beaucoup d'attention, beaucoup de sérieux. Parce que nous sommes là devant deux personnalités de haut niveau, du sommet du Congo, des personnalités par lesquelles le bien du Congo dépendrait si seulement chacun de nous pouvait regarder les choses avec beaucoup de profondeur. Bokadia, ce n'est pas n'importe qui. Sassou, j'ai envie de donner un attribut, une épithète, ou je ne sais pas moi, c'est quand même lui qui tient le Congo. Donc il tient la vie du Congo. Donc la vie de tous les Congolais. C'est de lui que dépend notre existence à un moment donné. Même si notre vie en tant que des humains ne peut pas dépendre d'un être humain, mais dans l'organisation de la société, d'une société structurée. On ne peut pas aborder très facilement le cas de Sassou et le comparer avec le cas d'un autre citoyen qui aimerait certainement faire du bien au Congo pour les Congolais. C'est pour ça que je dirais qu'on parlera du président Bokadia et on parlera aussi des accointances ou des contradictions ou des conflits ou de la distance existant entre Bokadia et M. Sassou. Mais pas pour l'instant. Parce que je crois encore que nous avons la capacité de faire des choses ensemble, de tirer profit de l'intelligence, de l'existence de chaque Congolais et de ceux qui s'engagent réellement pour le Congo, comme l'a fait Modeste. Modeste n'est pas encore perdu. Les Congolais ne sont pas encore revenus, n'est-ce pas, des erreurs commises par le passé, dans l'appréciation des uns et des autres, dans l'appréciation des relations qu'il y a eu entre Modeste et Sassou. Les Congolais ne sont pas encore revenus parce qu'ils n'ont pas encore sur les mains les détails qui ont fait que M. Sassou et M. Bokadia se distancent au point où Bokadia se retrouve en prison et subir ce que tu venais de me soulever, ce que semblait soulever le lieutenant Panaï, je crois. Oui, Panaï, c'est ça. Voilà. Et c'est des choses très graves. C'est des choses excessivement graves. Parce que jusqu'ici, on ne sait pas encore pourquoi Bokadia s'est retrouvé complètement en prison et dans des conditions telles qu'il aurait pu perdre sa vie, d'après ce que dit Pani. Et il me semble qu'il y a encore des contentieux. Il y a encore des gens, des collègues ou des amis ou des proches de Bokadia qui seraient encore en prison, je crois. Énormément, oui. Alors, ça, c'est un sujet à aborder avec beaucoup de tact. Je n'ai jamais compris pourquoi ces gens-là ont été embastillés et jusqu'ici sans qu'on ne sache pourquoi, sans qu'on ne sache c'est jusqu'à quand, sans qu'on ne sache est-ce qu'on pense à eux, est-ce qu'on pense à leur vie, est-ce qu'on pense à leur famille, est-ce qu'il y a une certaine justice pour leur dire bon, ils ont été en prison pour tel motif, ça va durer tant de périodes, tant d'années, tant de mois, etc. C'est encore un peu flou en ce qui me concerne. Je crois que je ne suis pas en mesure d'aborder ces sujets aujourd'hui. J'aurai le temps avec mon ami Bokadia d'en parler. Tu te souviens, la fois dernière, tu avais organisé une émission entre Bokadia et moi. Nous devions effectivement échanger en direct dans Facebook. Et à un moment donné, j'ai mené le frère Bokadia à une certaine contradiction. Parce que je reviens quand tu dis, Bokadia semble avoir dit qu'il tendait la main à Sassou. Et
crois qu'au cours de cette émission-là, il ne l'avait pas dit, mais j'avais senti qu'il avait la volonté de vouloir, n'est-ce pas, tendre la main à Sassou. Et je lui avais dit que c'était pas ça. C'était pas ça le fond de nos rencontres de temps en temps, de nos débats, de nos causeries. C'était pas de tendre la main à Sassou, c'était l'occasion de demander à Sassou de libérer les Congolais ou de leur dire quelle est la société que lui, il veut instaurer au Congo. Quelle est la maquette, ne fût-ce que la maquette, qui nous définisse quelle est la maquette, qu'est-ce qu'il veut faire de la société congolaise. On ne voit pas, sinon la misère. C'était ça. Je voulais l'amener à ce niveau-là pour qu'on se comprenne, afin que les Congolais comprennent que nous, on veut que M. Sassou nous dise quelle est la nature de la société qu'il veut vraiment construire au Congo. Jusque-là, je ne vois rien de clair, vu les difficultés, vu la misère, vu les problèmes qui cisaillent les Congolais. Je ne comprends pas ce que le président veut réellement instaurer comme au Congo, malgré qu'il ait passé 30 ans, ou 35 ans, ou 25 ans, ou je ne sais pas combien d'années au pouvoir. Jusqu'ici, je ne perçois pas très bien, vers où il veut amener les Congolais. Vers où ils vont amener les Congolais? Ils vont amener les Congolais. Où ils veulent, avec mon ami Boukadia, ils étaient ensemble en fait de compte. Leurs chemins se sont croisés à un moment donné. Malgré ce croisement, malgré le fait qu'ils se soient distancés, je n'ai jamais compris exactement qu'est-ce qu'ils voulaient faire à l'époque où ils étaient ensemble et qu'est-ce qu'ils veulent faire à cette époque où apparemment il semble dire qu'ils ne sont plus ensemble dans la mesure où Modeste est passé en prison et on ne comprend pas exactement pourquoi il est passé en prison. Je n'ai jamais compris. Mais par contre, dans nos rencontres, comme tu dis, on se retrouve, il arrive de moments où ils viennent effectivement chez moi, pour cas de santé, me rendre visite, et puis on parle nécessairement de politique. Malgré ce fait-là, je ne peux pas ici décliner, selon ma conception, la vision de Modeste sur ce que le pays devrait faire, sur ce qu'il fallait bien qu'il se retrouve avec Sassou pour qu'il construise trop. Quoi. Moi, je pense qu'il ne peut plus ensemble construire quelque chose. Parce que quand il y en a un qui passe en prison, qui risque de laisser sa peau, et puis il y en a un autre qui commande toutes les ficelles de diriger le pays, qui peut, à un moment donné, on peut même penser qu'il en fait à sa guise. Mais en sortant de là, monsieur Lekanda, en sortant de là, tu ne trouves pas que c'est peut-être une sagesse de la part de monsieur le président Boukadia qui dit, bon, ben, la dernière solution pour moi, c'est de demander au président Sassou, parce que le Congo est dans un état aujourd'hui au bord de l'explosion. Et il dit, pourquoi pas tendre la main, essayons d'apaiser les choses. Pourquoi doit-on tendre la main à un citoyen qui a le devoir de faire que son pays aille en merveille? Si on est défaillant, après 40 ans, après 50 ans, il faut avoir quand même le génie de dire je suis fatigué, je ne peux plus avancer, je ne veux pas prendre en otage mon pays, il faut que j'organise très bien, pas ma succession, parce qu'on n'est pas dans cette affaire de royaume de quoi. Non, il faut que j'organise le pays de telle manière qu'il y ait d'autres personnes. C'est un problème de sang nouveau. Politiquement, oui, mais pas d'âge. Parce que le Congo n'est pas déficitaire, n'est pas en déficit de grands esprits, d'intelligence. Non. Il faut faire que le système permette qu'il y ait un roulement, un roulement du pouvoir, qu'il y ait un roulement de capacité, d'intelligence, de génie. Les Congolais sont des petits génies, n'est-ce pas? Pourvu de leur donner l'occasion de s'exprimer. Beaucoup de Congolais, sinon la majorité, n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer en faveur du pays. Ce n'est pas un problème d'âge. Il y a encore des anciens dans ce pays, des vieux, des gens de 90 ans, de 100 ans, peut-être de 70 ans, qui n'ont encore rien exprimé en faveur du pays sur de ce qu'eux ils pensent de ce pays. Donc nous sommes là en train de priver, en refusant ce roulement, nous privons les génies aux génies de s'exprimer en faveur du pays. Un seul génie, comme un seul doigt, ne peut pas construire, ne peut pas laver la figure, comme on dit. Et
la fameuse démocratie qui devient comme les paroles de Dieu, hein, comme un 10 commandements de Dieu. Lorsqu'on va à l'Occident, on va à l'Ouest, on va en Afrique, c'est la démocratie. Ce n'est pas 10 commandements de Dieu. La démocratie, ça doit être un système accepté par tout le monde. On peut l'appeler par d'autres noms, qui doit permettre à tout le monde de contribuer à l'éducation, n'est-ce pas, de l'humanité, de la nation, du pays, n'est-ce pas? À l'éducation de la nation du pays. Oui. Monsieur Yves Lekanda, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi. Merci d'avoir accepté mon invitation ce dimanche en plein mois de novembre. Monsieur Lekanda, pour le mot de la fin, je vais vous laisser comme la tradition du Bakacho. Le mot de la fin. Monsieur Baka, je suis revenu du Congo. J'ai envie d'y repartir. Ça, je l'annonce. Et peut-être que désormais, je prendrai l'habitude, n'est-ce pas, de faire, d'alterner, partir à Brazza, revenir en France pour les besoins de ma santé. Je ne suis pas égoïste, de ma santé. Après, pour que cela contribue à l'amélioration de la santé de mon environnement, pour que cela continue à contribuer à l'amélioration de ceux qui sont les miens, de ceux qui sont mes concitoyens, de ceux qui sont dans mon environnement, n'est-ce pas, national. Revenir de temps en temps, je place ce mouvement d'alternation, hein, dans cet axe-là. J'espère que j'amène au pays, à chaque fois que j'amènerai au pays, à chaque fois que j'y suis, quelque chose qui pourrait modifier, qui est capable de modifier, n'est-ce pas, une perception de la vie familiale, de la vie nationale dans mes déplacements. Alors, c'est pour cela que cette rencontre un peu très serrée, très, je dirais, brutale, parce qu'à peine rentrée du pays avec tant de difficultés, de décès, de deuil. Merci encore une fois d'accepter mon invitation. J'espère que nous allons nous retrouver dans une autre rencontre plus apaisée pour moi, hein, où je serai un peu plus tranquille pour continuer à parler de notre pays d'une façon assez dure, comme tu le sais. Et je n'aimerais pas commencer aujourd'hui à paraître aussi sévère vis-à-vis des uns et des autres, vis-à-vis de moi-même. Ça paraît un peu maladroit, parce que je placerai certainement certaines choses par l'endroit. J'espère que les Congolais qui me suivent comprennent que le pays ne va pas bien. Pour nous, c'est un seul fait. Quand vous avez une équipe qui fait 30 ans au pouvoir, qui fait 40 ans au pouvoir, qui fait 50 ans au pouvoir, vous n'êtes plus dans la démocratie. Vous appartenez à cette équipe. Vous êtes devenus des objets de cette équipe. Et en ce moment-là, cette équipe peut se permettre tranquillement, par tort, parce que vous leur avez livré le pays, à se marrer de vous. Il y a des choses, quelquefois, à Brazzaville, où on se pose la question, est-ce que ces gens-là ne se marrent pas de nous? Cela, ce n'est pas une provocation, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Vous comprenez? Parce que vous avez un chez vous, hein, quelqu'un peut débarquer comme ça, et vous ôte la vie, sans que vous ne vous attendiez à cela. Le Cobra ou quoi, le Kuluna ou on ne sait pas comment, Brazzaville, chaque fois que vous sortez de chez vous, vous êtes dans la rue, vous êtes en danger. Vous voyez, vous êtes en danger. Et vous pourrez savoir d'où peut venir ce danger. Le coup de machette. Et donnez, sinon on vous machette. Faites ceci, sinon on vous machette. Vendez votre parcelle là, sinon on vous machette. Mais c'est pas un pays, ça, comme ça, de vivre comme ça. Et on peut être tranquille. On peut être tranquille. Oui. Et quand nous grandions, enfin, à notre époque, quand on regardait devant nous, on se disait, mais
Congo va être ceci, va être cela, va être un paradis. On rêvait à faire du Congo un paradis. Personne n'imaginait ce que nous vivons aujourd'hui. Personne. Où le Congo est divisé en deux, n'est-ce pas? Entre ceux qui sont en haut placés, c'est-à-dire le premier Congo qui est en haut, qui peut tout se permettre, et puis la classe moyenne, et les petits fonctionnaires ou les fonctionnaires qui votent avec 200, 300, 400 000 de salaire, et les pensionnaires dont la pension ne vient pas ou vient, et puis la lie de la société, c'est-à-dire tout le reste, c'est-à-dire la base de la société, qui est constituée par les paysans d'abord qu'on ne compte pas, il ne faut pas partir de notre État, parce que quand l'État fait ses dépenses, ne tient pas compte des paysans, le pays est divisé en deux. Il y a le Congo d'en haut, le Congo intermédiaire, le Congo d'en bas et tout. Et ceux qui sont en bas, ils sont prêts à vous porter le danger partout. Heureusement, il y a la garde, les gardiens du sommet, vous les connaissez, qui ont aussi tous les droits. Tiens, moi aussi. Donc, chers Congolais, chers compatriotes, nous devons vraiment dépasser les émotions, telles quoi. Moi, je parle, je suis vraiment dans l'émotion, et essayer de réfléchir très bien à l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos petits-enfants. Eux, ils ont déjà réglé le problème de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Parce qu'en ce moment-ci, nous vivons la succession dans tous les secteurs. Tous ceux qui sont au pouvoir, au PCT, qui ne faillira pas. Hein, c'est un peu leur... en ce moment-ci, c'est pour le PCT, Parti pour le travail, tout pour le peuple, rien pour le peuple. Non, en ce moment-ci, c'est le PCT ne faillira pas. Écoutez, il y a une vidéo comme ça qui passe où les gens chantent, le PCT ne faillira pas. Il ne faillira pas à faire quoi? Faire trop mal? C'est la question à se poser, qu'on se pose, qu'on devrait se poser aujourd'hui. C'est la question. Sur ce, je vous salue et à la prochaine. J'aurai un peu plus de calme en moi, dans mon esprit, dans mon âme, de parler avec, reprendre langue avec le petit Bob. Et certainement qu'en ce moment-là, nous essaierons d'être plus sérieux. Merci. Plus sérieux. C'est à moi, monsieur Lekanda, vous pouvez y aller de l'autre côté, aller vous rafraîchir un tout petit peu, le temps de dire au revoir à toute la République qui me regarde. Merci, monsieur Lekanda, d'avoir accepté mon invitation. Très chers compatriotes, ben oui, et Bakacho. C'était Yves Lekanda, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si je peux me permettre, bonsoir. Ah oui, la dernière question que j'ai oublié de poser à monsieur Lekanda, c'était les Amiénois, parce que les Amiénois se plaignent, ils disent que vous ne les voyez pas, vous êtes cachés, le vieux Yves Lekanda a coupé avec les Amiénois. Oui, il faut venir répondre aux Amiénois, monsieur Lekanda. Ah oui, tout Amien, c'est en train de bouder. Ami en train de bouder, les Kanda on ne le voit pas, et les Kanda, il attend seulement qu'il arrive un problème et on va nous appeler. Réponds aux Amiénois. En parlant de ça, merci à Mexon, qui est en train de... Il ne faut pas m'exposer. Mais oui, on parle d'Amiens. On a dit que vieux les Kanda, Amiens a lâché Amiens, les Kanda n'est plus Amiénois. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette génération? Non, à tes frères d'Amiens, mes petits, mes compatriotes, mes chers amis d'Amiens, je suis toujours avec vous. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pris un peu de distance compte tenu des coups que j'ai subis. Vous êtes sans savoir que j'ai quand même connu des coups au plan de santé qui sont des coups assez forts. Là, vous devez être soulagé de voir que je suis devant vous et que je m'en sors petit à petit. Hein, et que même au retour que j'ai dû un peu en cachette, non pas en cachette, sans trop faire de bruit, faire à Brazzaville, c'était vraiment pour me retaper et revenir parmi vous, tenter de revivre, de faire revivre notre communauté, de faire revivre notre diaspora, de faire revivre nos petites associations, notre relation, avec un peu plus de chaleur, avec un peu plus de persistance et de présence. Alors, je vous salue et nous allons continuer à nous rencontrer comme d'habitude. Il y a une question pertinente là de mon frère Elvis Kakou. Pourquoi pas une rencontre entre Boukadia et Lekanda? Elvis Kakou. Rencontre Boukadia et Lekanda dans Ibakash. Modeste et moi, nous nous rencontrons
constamment, de temps en temps. Si ce n'est pas physiquement souvent, mais au moins nous sommes en contact permanent. On discute, on parle, on rêve. Et rien ne peut se faire sans un rêve. Il faut rêver, mais il faut rêver de belles choses. Nous rêvons de bonnes choses entre Modeste Boukadia et moi. Nous rêvons. Et nous essaierons de temps en temps, ou nous essayons de temps en temps, de partager nos rêves à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous prêtent, n'est-ce pas, une toute petite attention. On n'est pas bien gardé pour vous intéresser, mais on a au moins la pensée, une pensée pour vous, une pensée pour notre pays. Et nous rêvons. Et c'est pour ça que je suis allé, j'ai demandé à Bob. Mais jusque-là, je n'ai pas encore pensé à quoi rêvait M. Sassou. Il rêve de quoi? Il faut qu'il nous dise. Hein? Parce qu'à chaque fois qu'il nous dit qu'il va éradiquer tel mal, mais le mal persiste, et la corruption prend d'ampleur, mais justement, moi, les détournements, mais quand il dit on va lutter contre les détournements, mais les détournements lui font goto, hein, font... il y a longtemps que j'ai entendu ça, goto. N'est-ce pas? Font un dos, un gros dos au point où il n'arrive... Non, mais il faut rêver. Il faut qu'il nous dise qu'il rêve comme ça, nous allons partager le rêve avec lui, puisqu'il est là pour longtemps. Alors, donc il faut qu'il partage avec nous son rêve et on va peut-être tenter, comme Modeste, de l'aider à réaliser ce rêve. Mais, il faut que ça soit un rêve bien pour que tout le monde se rallie à lui. Merci. Allez, à tantôt. À tantôt. Vas-y, je vais leur dire au revoir. Merci, le plaisir est pour moi. Eh oui, très chers téléspectateurs, très chères téléspectatrices, c'est Lenka Bonda Mobala Fungo Linganda, votre animateur Bob Ebaka du côté d'Amiens. Bonsoir du côté d'Amiens, bonsoir à toi Paolo, bonsoir à toi Guéissou, bonsoir à toi Pepe Ngongolo, bonsoir à toi Mexon, bonsoir les Amiennois et Lenka Bonda. Bonsoir du côté de Mété, bonsoir à toi Marie-Thérèse, bonsoir du côté de le président Paolo, président à vie. Le dictateur international. Vive la République, mes pères, Lenka Bonda, Toleka, bonsoir et Bagacho. Prochain invité, Paolo Moussala. Toleka!